Bonsoir tout le monde, bienvenue à cet séminaire pour les patients sur le traitement de la sarcoïdose. Pour commencer, je me présente, je suis Alice, je travaille pour la European Lung Foundation, la Fondation européenne des poumons dans les communications, et je suis du Royaume-Uni. Alors, comme vous le savez déjà, on va discuter les lignes directrices de la ERS, la European Respiratory Society, et on va écouter les professeurs Dominique Valère et Dominique Israël Billet qui vont donner la présentation principale. Merci beaucoup, Alice. Donc, je vous présente Monsieur Valère, professeur Dominique Valère ici, professeur Dominique Israël Billet. Écoutez, nous sommes extrêmement ravis d'accueillir les patients à ce webinaire. L'idée est qu'ils puissent s'approprier les recommandations thérapeutiques qui sont un petit peu techniques et que nous avons élaborées avec les experts de la sarcoïdose, ces recommandations ayant été publiées sous l'égide de la Société européenne de pneumologie. Et donc, on est là effectivement pour que vous puissiez comprendre d'une part comment se sont élaborées ces recommandations, quelle part vous avez, vous les patients, dans les décisions thérapeutiques que nous prenons pour vous et théoriquement avec vous. Et donc, voilà, on va vous présenter rapidement sur quelle méthodologie se sont fondées ces recommandations. Et puis, la partie, je pense, la plus intéressante va être celle qui va être interactive avec vous. Nous allons prendre vos questions, bien sûr, et essayer de les grouper et d'y répondre autant que faire se peut. En tout cas, bienvenue à tous et merci beaucoup de vous être connectés. Merci Dominique. On va juste d'abord parler du programme. Après votre présentation, on va regarder une vidéo des représentants des patients qui ont fait partie du groupe du travail pour les lignes directrices. Et après ça, on va avoir une session de questions et réponses où vous, les participants, vous allez pouvoir poser des questions aux professeurs, aux experts, et ils vont répondre à autant que possible. D'abord, je voudrais juste vous rappeler que tous les micros sont coupés, les caméras sont éteintes, mais vous pouvez utiliser le chat pour dire bonjour et nous dire d'où vous venez. Si vous avez quelques problèmes techniques, envoyez un email à info@europeanlung.org et on va essayer de vous aider. Et je vous rappelle encore une fois que vous pouvez poser vos questions dans la boîte Q&A, questions et réponses, pour que les experts répondent après la présentation. Alors, la European Lung Foundation est une organisation qui a pour but de connecter les patients avec une maladie pulmonaire et les professionnels de la santé pour améliorer la collaboration entre deux et améliorer aussi le traitement pour les personnes touchées par les maladies respiratoires. On essaie de donner une voix aux patients avec une maladie respiratoire. Nous travaillons avec plusieurs groupes consultatifs de patients et un des groupes est le groupe de sarcoïdose qui travaillent ensemble depuis 2015 et ils ont fait partie de plusieurs projets. Vous pouvez voir quelques projets dont ils ont fait partie sur la diapositive là. Et quelques membres de ce groupe ont fait partie du groupe de travail pour développer les lignes directrices de l'ERS avec les professionnels de santé. Alors maintenant, je passe la parole aux professeurs Dominique Valère et Dominique Israël Billet.
sont déjà présentés, donc vous pouvez commencer la présentation. Merci. Merci. Vous pouvez nous donner la première slide, s'il vous plaît? Oui. Ça, c'est bon. Nous allons vous présenter aujourd'hui, Dominique Israël-Biette et moi-même, le travail de la Task Force de la European Respiratory Society pour élaborer des recommandations du traitement de la sarcoïdose. Suivante. Ici, vous avez une photo de tous les participants. Donc, on va aller assez vite. Il y avait 14 experts cliniciens, 6 méthodologistes, et vous verrez plus tard à quel point leur présence était importante, et 3 représentants d'associations de patients qui avaient autant de voix, si je puis dire, qui pouvaient s'exprimer autant, qui étaient sur un pied d'égalité avec tous les autres. Alors, le processus pour faire des guidelines, c'est un petit peu compliqué, hein. Vous avez le schéma ici, donc je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails. Ça part du numéro 1 en bas à droite. Il faut formuler des questions. Alors, ces questions, on les a formulées sous forme de PICO. Ça veut dire population, intervention, comparaison et devenir, outcome. Donc, un exemple, si vous voulez, d'outcome. Après, il a fallu déterminer les outcomes. On les a classés en 3 parties, les outcomes. Premièrement, les outcomes critiques, c'est les plus importants. Deuxièmement, ceux qui sont seulement importants. Et troisièmement, ceux qui ne sont pas importants. Je vais juste donner un exemple d'outcome important. C'est par exemple les explorations fonctionnelles respiratoires ou la possibilité de réduire la corticothérapie. Alors après, il y a eu un immense travail, c'est numéro 3, de revue de la littérature. 7000 articles ont été revus. Je ne sais pas si vous voyez le volume d'un article. Et dedans, on a sélectionné des articles qui étaient jugés pertinents, c'est-à-dire qui nous donnaient une idée sur le devenir sous un traitement, et on a choisi uniquement les essais contrôlés contre placebo en double aveugle ou alors des études de cohorte très bien faites. Ensuite, en fonction de tout ce que l'on avait pu recueillir pour chaque question, PICO, en fait, on a essayé de déterminer quel était le niveau de preuve. Évidemment, quand vous avez 3 articles, par exemple, contre placebo en aveugle qui donnent la même chose, là, on a un niveau de preuve élevé. Par contre, s'il n'y a aucune étude comparative, on ne peut pas avoir un niveau de preuve élevé. Ensuite, des recommandations ont été faites et elles ont été faites en soit fortes, soit seulement conditionnelles, pour ou contre, ou parfois sans parti pris et avec un niveau de qualité d'évidence plus ou moins élevé. Et finalement, tout cela a été rédigé. Suivante. La diapo suivante, s'il vous plaît. Alors ici, je ne vais pas m'attarder. Vous avez le nom des 8 PICO qui ont été traités, principalement sur la sarcoïdose pulmonaire, la sarcoïdose cutanée, la sarcoïdose cardiaque, la sarcoïdose neurologique, la fatigue. Pour les neuropathies des petites fibres, en fait, on n'a rien pu faire parce qu'il n'y avait pas assez de travaux. Et alors, sur chaque sujet, il y avait une équipe de 4 personnes, 2 cliniciens, un méthodologiste et un représentant de patients. Suivante. Alors, vous voyez ici ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On arrive à avoir des recommandations en haut de forces variables pour ou contre, et en dessous, si vous voulez, un niveau d'évidence qui va de très faible à haut. Le plus souvent, il était modéré ou bas. Suivante. Donc là, je vais vous expliquer. Il faut regarder d'abord à gauche.
le niveau de l'évidence et la puissance de la recommandation. Vous voyez que quand il y a une couleur bleue, violette ou orange, ça veut dire qu'il y a un certain niveau de preuve dans la littérature. Quand c'est bleu, c'est une recommandation forte. Et Dominique Israël Biak va tout à l'heure vous expliquer ce que c'est exactement. La recommandation peut être seulement conditionnelle et ça n'a pas tout à fait la même conséquence. En dessous, vous avez ce qui est marqué pratique courante qui est en blanc. Ça veut dire que dans la littérature, il n'y a jamais une étude prouvant quelque chose. Mais les cliniciens ont l'impression, selon leur expérience, qu'il est bon de faire quelque chose. Donc, il sera important de pouvoir dire au patient, éventuellement, s'il en pose la question, sur quel argument on va décider d'une intervention thérapeutique. Suivante. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on appelle en pratique, après toutes les recommandations techniques dont vient de vous parler M. Valère, qu'est-ce qu'on appelle une recommandation forte? Eh bien, du point de vue des patients, ça veut dire que ce sont des guides thérapeutiques que la plupart des patients souhaiteraient suivre et que seulement un petit nombre n'adhèrent pas à cette proposition thérapeutique. Du point de vue des cliniciens, une recommandation forte, ça veut dire qu'ils ont la conviction que la plupart des patients devraient recevoir le traitement recommandé d'après les recommandations et la technique, la méthodologie dont vous a parlé M. Valère. Et d'autre part, ce que ça veut dire également, c'est que pour les autorités de santé, les recommandations devraient ou peuvent être en tout cas adoptées comme politique de santé, les inclure dans les politiques de santé dans la plupart de ces recommandations. La suivante, s'il vous plaît. Donc, de manière extrêmement métaphorique, une recommandation forte a été associée à l'image que vous voyez, c'est-à-dire ne versez pas de mort au rat dans vos céréales. C'est non seulement stupide, mais c'est surtout potentiellement mortel. Donc là, on peut vraiment vous assurer que ce serait une très mauvaise idée. C'est niette pour la mort au rat dans les céréales. Suivante. Qu'est-ce qu'on appelle une recommandation? Une recommandation faible, eh bien, ça veut dire, ou conditionnelle en tout cas, ça veut dire que du point de vue des patients, la majorité des patients souhaiteraient recevoir le traitement recommandé, mais en revanche, beaucoup cette fois-ci ne le souhaitent pas pour des raisons qu'on reverra tout à l'heure. Du point de vue des cliniciens, ça veut dire qu'il faut que nous soyons, bien sûr, et j'espère que nous le sommes, disposés à aider les patients, mais que les recommandations thérapeutiques sont à discuter avec eux et que eux qui doivent être informés, bien sûr, des tenants et aboutissants de ces décisions, de ces propositions thérapeutiques, et l'élaboration de la stratégie thérapeutique doit être une décision partagée. Du point de vue des autorités de santé, des recommandations conditionnelles ou faibles signifient qu'il y a un besoin substantiel de débat incluant les différentes parties prenantes pour pouvoir être adoptées comme politique de santé. La diapositive suivante est également très métaphorique. N'ajoutez pas de lait périmé à vos céréales, ça ne viendrait à l'idée à personne, sauf que ça peut parfois se produire. En fait, ça veut dire que c'est une très mauvaise idée, ça n'est pas mortel, mais ça n'a aucun sens véritablement. Donc voilà ce que c'est qu'une recommandation conditionnelle. Et en dernier, la diapositive suivante, il faut que vous compreniez que l'essentiel de ce travail, les buts de ces recommandations thérapeutiques sont doubles. C'est-à-dire, premièrement, il est impératif pour nous comme pour vous de traiter toutes les situations qui peuvent mettre en péril votre pronostic vital ou un pronostic d'organe. Donc, éliminer tout danger. Et d'autre part, nous avons évidemment parfaitement conscience que ce qui importe pour vous, et on vous en montrera des preuves de la littérature tout à l'heure, ce qui importe pour vous, c'est d'améliorer votre qualité de vie. Et toutes ces recommandations ont pris comme cible, si vous voulez, ces deux éléments. Alors, diapositive suivante.
Alors, celle-ci, elle est un peu compliquée. Ça concerne, comme vous voyez en haut, la sarcoïdose pulmonaire. Vous avez 3 bras. Les patients à droite qui sont considérés à haut risque, ça veut dire c'est les gens avec une sarcoïdose dangereuse, soit parce qu'elle fait courir un risque vital, soit parce que, comme l'a dit Dominique, elle est associée à un risque au niveau du fonctionnement d'un organe. À l'opposé, à gauche, vous avez les patients qui, en fait, se sentent bien, pour lesquels le risque est très faible et qui, en plus, ont une bonne qualité de vie. Alors, vous voyez que là, il y a, entre les deux, il y a ce qu'on appelle le risque intermédiaire. Alors, attention, risque intermédiaire, ça ne veut pas dire que le risque est faible. Ça veut dire que la probabilité du risque est intermédiaire. Mais si le risque survient dans un second temps, il peut être important, ou à l'inverse, il peut être faible. Et dans ce cas-là, ce qui est le plus important au début, c'est l'impact sur la qualité de vie. Et on va voir, on retrouve donc ce qu'a dit Dominique, c'est-à-dire les 2 raisons de traiter, c'est le risque, on va dire organique, et de l'autre côté, l'altération insupportable de la qualité de vie. Schématiquement, quand le risque est faible, on ne traite pas le patient. On sait que beaucoup de patients peuvent guérir à gauche, mais il n'y a aucune étude qui a prouvé ça. L'expérience, par contre, montre qu'effectivement, beaucoup de patients vont guérir sans aucune séquelle et sans traitement. Cependant, chez ces patients à risque faible, tant que la maladie n'est pas guérie, il peut y avoir une poussée. Et à ce moment-là, on peut se retrouver dans la case du milieu ou celle à droite. Alors, à droite, chez les malades à haut risque, on voit tout de suite qu'il y a une recommandation forte pour les corticoïdes, qui est le premier traitement de première ligne. Et ensuite, on voit en dessous, avec un niveau, une recommandation qui, elle, est seulement conditionnelle pour le méthotrexate, alors que d'autres médicaments, l'azatioprine, le bicophénolate, l'hydroxychloroquine, elles sont en blanc. C'est-à-dire que c'est un avis d'experts qui peuvent être utilisés. Il est probable d'ailleurs que certains sont presque aussi efficaces que le méthotrexate, mais ça n'a pas encore été définitivement prouvé. Et puis, quand ces traitements n'ont pas suffi, on passe à une 3e ligne, qui est l'infliximab. Et ensuite, si ça ne suffit pas, il y a une 4e ligne avec des médicaments innovants. Mais là, vous voyez que le niveau de preuve est très faible. On va passer à la suivante. Alors là, on grossit un peu les choses, je les ai un peu commentées. Alors, vous voyez qu'en vert, là, c'est quelle attitude on fait en fonction de la réponse. Vous voyez qu'en haut, par exemple, si les corticoïdes marchent, on aura une bonne réponse clinique et donc on va être amené à diminuer le traitement le plus souvent au bout d'un mois. Diapositive suivante. Alors. Et donc, on vous disait tout à l'heure que l'une des cibles de nos travaux était bien entendu la qualité de vie. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a une étude véritablement qui a été faite, vous voyez, sur un nombre très consistant de patients, 1842 patients, auxquels on a demandé ce qui leur importait dans le suivi de la sarcoïdose. Il y a plusieurs éléments, la qualité de vie, les épreuves fonctionnelles respiratoires, et il est ressorti de manière extrêmement frappante et bien entendu majoritaire que la qualité de vie était pour vous, les patients, absolument prioritaire, que certains effets secondaires étaient acceptables par vous-même à condition que le traitement améliore réellement cette qualité de vie et pas uniquement, par exemple, un critère fonctionnel, et d'autre part, que les épreuves fonctionnelles respiratoires et l'imagerie, c'est-à-dire radiothorax et scanner thoracique, qui nous guident, nous, parfois, dans nos décisions thérapeutiques, pour vous, ne sont pas prioritaires et on comprend parfaitement. Donc, c'est la raison pour laquelle la qualité de vie a guidé notre méthodologie pour mettre au point des stratégies thérapeutiques qui vous conviennent. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on voit que pour les patients, l'exploration fonctionnelle respiratoire est moins une priorité. Mais pour les médecins, c'est une priorité parce que le médecin sait que c'est
facteur très corrélé avec l'espérance de vie et les risques. Donc, en fait, ce n'est pas contradictoire. Cette expérience a permis aux cliniciens d'être plus sensibles au ressenti des patients. Et au total, c'est en raison de ça que les recommandations sont axées non seulement sur le danger qui obnubile les médecins, mais aussi sur la qualité de vie. Et on sait que dans la sarcoïdose, près de 70% des patients ont une altération de qualité de vie, parfois très profonde, notamment à cause de la fatigue. Et la présence de nos 3 représentants de patients a pesé lourdement, justement, pour cette prise en compte suivante. Alors là, on retrouve un algorithme et on va s'intéresser tout particulièrement à l'altération de qualité de vie, là, qui est considérée comme non supportable. Et vous voyez que les recommandations sont toujours en clair. Pourquoi? Eh bien, parce que les scores de qualité de vie ont été seulement validés depuis une date relativement récente. Et donc, les essais n'ont pas pu les prendre en compte. C'est assez compliqué, les scores de qualité de vie. Et en fait, il ne suffit pas de dire j'ai un score de qualité de vie. Il faut qu'il soit valide pour une maladie donnée. Et donc, actuellement, il va y avoir des essais qui sont lancés en prenant en compte maintenant ces scores de qualité de vie. Et en attendant de les avoir, on va se baser un peu sur l'expérience et on va voir un petit peu d'ailleurs comment ça va se passer, la discussion avec les patients. Suivante. Alors, d'autres recommandations ont porté sur d'autres atteintes que le poumon et on ne peut pas les détailler aujourd'hui, notamment sur la peau, le cœur, le système nerveux, la fatigue, les neuropathies des petites fibres. Alors vous allez me dire, oui, mais la sarcoïdose, ça peut toucher les yeux, le foie, les os, etc., ou le rein. Et de fait, on va traiter éventuellement les patients qui ont ces atteintes, mais pour l'instant, le niveau de preuve des études est encore trop faible. Donc en général, on va les traiter un peu comme on traite le poumon ou le cœur, mais des travaux supplémentaires vont être utiles. C'est aussi un des intérêts de ces recommandations que d'avoir mis en évidence aussi les trous dans la raquette qu'il va falloir combler. Suivant, je pense que c'est la conclusion. Donc, la task force a élaboré des recommandations spécifiques pour le traitement qui sont publiées dans un article dont vous avez la référence ici. Pour le poumon, on a pu faire des recommandations GRED, c'est-à-dire appuyées sur les preuves, et souvent elles sont colorées pour le poumon. Mais dans certaines options thérapeutiques se limitent à des avis d'experts. Et dans ce cas-là, il est très, très important que les médecins et les patients puissent discuter en toute confiance et l'avis, les souhaits, les attentes du patient sont très importantes dans ces cas où il y a un niveau de preuve bas. Et donc, c'est un élément dont les patients doivent pouvoir bénéficier, c'est le niveau d'évidence des recommandations du médecin. Et il y aura sûrement besoin d'ailleurs dans les années prochaines, car il y a énormément d'essais, plus d'une quarantaine par exemple sur le poumon en cours dans la sarcoïdose. Dans quelques années, il faudra sûrement améliorer, remettre à jour les recommandations. Donc, merci à tous pour votre attention. Mais merci infiniment à tous. Et c'est là que commence la phase d'échange. Donc, il y a peu de questions pour le moment, mais je vous invite à en poser via le chat. Merci en tout cas aux patients qui se sont identifiés, qui ont donné leur lieu d'origine géographique. Donc, c'est déjà, ça couvre actuellement le territoire national. Donc, merci à eux de participer. En ce qui concerne les questions, je n'en ai actuellement qu'une seule et ça parle en réalité de la… Ah pardon, excusez-moi. Il y a une intervention d'un représentant de patient là. Oui, merci. Pardon, excusez-moi.
C'est pas grave. Merci pour cette présentation très intéressante, c'est clair. Je voudrais juste nous excuser parce que si vous avez vu que les diapositives changeaient automatiquement, c'est parce que la présentation a été enregistrée pour un autre événement. Donc, ma collègue Jess a bien fait d'aller en arrière quand il fallait, mais c'est pour ça que les diapositives changeaient pas vraiment au bon moment. Donc, excusez-nous. Alors oui, comme vous avez dit, on va faire les questions après la vidéo. Donc, pendant que vous regardez la vidéo, posez vos questions dans la boîte Q&A. Et après la vidéo, les experts vont répondre. Merci. Of course, to bring into the working group our patient experiences and also bringing together the different experiences of the patients and caregivers from different countries, because also the different national healthcare systems do have an impact on the problems and available treatment options, and of course on the reimbursement schemes. We could strongly promote that also general symptoms which have not really a good treatment option, like fatigue or small fiber neuropathy, could be taken into account to look for answers in the new guideline. So we were very thankful that also in the new guidance, it is expressed in the text where to go for future research and what is needed there. This was also a good experience to see the confidential collaboration between different associations and different patient advocates, and also with the medical associations and the sarcoidosis experts from Europe and US. We are hoping for easy to understand by the doctors, of course. The general practitioners, the pulmonologists throughout the world know these new guidelines, and I hope that also the patient seminar now we're working for can give this as a tool to the patient, this new guideline, to go with it for his doctor and to ask for maybe treatment recheck, and maybe some new ideas can be used for the individual treatment of sarcoidosis patients through the world. And therefore, that's what we hope and promote, that also the patients should use the patient-friendly version published on the European Lung Foundation's website. La partecipazione dell'Associazione dei pazienti alla Task Force per le definizioni delle linee guida è fondamentale. Questo perché le associazioni possono portare le priorità dei pazienti per meglio orientare la definizione delle linee guida stesse. Partecipare alla Task Force sulle linee guida per la sarcoidosi ci ha consentito di poter porre l'accento su un elemento molto importante, che è la qualità della vita dei pazienti stessi. La comunità di lavoro tra medici e pazienti è all'interno delle task force ulteriore garanzia di possibili sviluppi futuri laddove queste linee guida siano mancanti in alcuni aspetti, e quindi poter garantire una continuità di sviluppo. Le attività di advocacy delle associazioni spesso e volentieri sono loro stesse un elemento che sollecita la definizione delle task force, come è successo nel caso della Task Force per la sarcoidosi. Per le associazioni è molto rilevante poter partecipare a queste Task Force, perché questo vuol dire poter disseminare le informazioni, quando questo ovviamente è consentito, verso i propri pazienti e i medici curanti. Grazie. Merci beaucoup
à ces représentants de patients et excusez-moi d'avoir omis tout à l'heure de leur passer la parole. Évidemment, leur intervention est absolument centrale. Donc, écoutez, là, peut-être nous allons pouvoir passer aux questions. Nous sommes en train de les explorer, Dominique Valère et moi-même. Je dirais que la première question concerne essentiellement, non pas les traitements, mais la chronicité éventuelle, l'évolutivité de sa sarcoïdose. On nous dit, j'ai comme question la sarcoïdose non évolutive, mais dans lesquelles les symptômes sont persistants, certains symptômes qui soient d'origine des douleurs, des troubles visuels, des faiblesses musculaires. Est-ce que ces symptômes vont persister? Je passe la parole à Monsieur Valère. Alors en fait, quand on a des signes qui persistent, il faut schématiquement savoir s'ils ont un support organique lié directement à la maladie, que ce soit par son activité ou par ses séquelles, ou bien en dehors d'un lien direct au travers de ce qu'on appelle le syndrome parasarcoïdien. Alors, par exemple, dans les troubles que je vois là, c'est-à-dire la perte de mémoire, par exemple, les douleurs musculaires, ces signes-là sont souvent intégrés dans un syndrome parasarcoïdien. Il faut bien entendu vérifier qu'il n'y a pas une sarcoïdose neurologique ou musculaire. Ça, c'est le rôle du clinicien. Mais parfois, ça peut être lié à une maladie avec une atteinte organique séquelaire. Par exemple, j'ai vu paralysie faciale. Alors, d'habitude, soit la paralysie faciale est récente et en général, on la traite et souvent elle régresse. Si elle persiste malgré le traitement, ce qui est rare, c'est qu'à ce moment-là, il s'agit d'une séquelle, d'une atteinte neurologique organique. Donc, on voit bien que dans la liste des signes, il y a des signes qui ont une signification différente. Et le rôle du clinicien, c'est de clarifier l'origine de certains de ces troubles. Je parlais de la perte de mémoire. Le plus souvent, la perte de mémoire, ce qu'on appelle les troubles cognitifs, se voit dans les syndromes parasarcoïdiens. De façon plus rare, ils sont présents de façon isolée quand il y a une sarcoïdose du système nerveux central. Donc, c'est à votre médecin de préciser ces points. Il est vrai que lorsqu'on a un syndrome parasarcoïdien qui entraîne une perte de qualité de vie, comme vous l'avez vu, on est souvent dans des zones blanches où il n'y a pas tellement d'essais. Et pour un certain nombre de ces troubles, on sait quand même que le fait d'avoir une pratique physique régulière, notamment une marche, qui est très bonne d'ailleurs aussi pour les sujets en bonne santé, est très important et peut apporter un certain degré d'amélioration. Mais chaque cas est très particulier. Donc là, n'ayant pas tout le dossier, je ne peux pas vous en dire plus. Alors, il y a plusieurs questions également qui concernent à la fois le diagnostic et la prise en compte dans votre qualité de vie des neuropathies des petites fibres. Une question en particulier dit, mais mon médecin, il dit que c'est à cause de mon diabète et mon diabétologue, il dit que ce n'est pas vrai parce que mon diabète, il va bien. Donc, effectivement, c'est compliqué. C'est-à-dire, c'est un diagnostic qui est extrêmement difficile. Il est évidemment important de faire la part, en l'occurrence, vous parlez du diabète, mais le médecin doit être capable de dire si oui ou non le diabète est bien contrôlé. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, vous avez vu dans les niveaux de preuve, pour ce qui est de la prise en charge thérapeutique de ces neuropathies, il y a extrêmement peu d'études qui ont été menées de manière correcte et qui nous permettent d'avoir des convictions quant à la thérapeutique de cette atteinte. Et donc, effectivement, pour le moment, je reconnais avec vous, bien sûr, que c'est un diagnostic difficile, que c'est d'une prise en charge difficile, mais que globalement, les médecins doivent être capables de faire la part entre d'ailleurs d'autres neuropathies, enfin, ce qui peut revenir à la sarcoïdose et ce qui clairement n'y revient pas. Ce n'est pas parce qu'on a une sarcoïdose qu'on ne peut pas avoir une autre maladie organique, en particulier un diabète ou autre. Donc, effectivement, il faut absolument faire la part des choses. Et si c'est exclusivement attribuable à la sarcoïdose, un certain nombre de mesures thérapeutiques actuellement non certaines et non appuyées par des niveaux de preuve flagrants nous aideront à vous aider dans la prise en charge de ces symptômes.
Alors, moi, je voudrais ajouter aussi que le neurologue, dans ce cas, est très important parce qu'il va permettre de qualifier la neuropathie. On a parlé tout à l'heure de neuropathie des petites fibres. C'est une atteinte très particulière de la sarcoïdose, mais il existe d'autres neuropathies qui sont, elles, organiques, qui touchent certains nerfs. Et donc, il faut qu'on ait un diagnostic précis déjà de l'atteinte lésionnelle. Et je crois que ça, c'est la première étape. C'est dire, est-ce que c'est, quelle est la structure? Est-ce que c'est les racines nerveuses? Est-ce que c'est le nerf? Ou est-ce que c'est les petites fibres nerveuses qui sont touchées? Ensuite, quand il y a une atteinte des petites fibres, il faut voir s'il y a aussi une atteinte du système nerveux autonome. Ensuite, effectivement, je rejoins Dominique. Pour l'instant, on n'a pas de niveau de preuve sur le traitement de ces neuropathies des petites fibres, qui peuvent se voir d'ailleurs dans d'autres maladies systémiques, comme par exemple le syndrome de Sjögren, et qui sont particulièrement difficiles à traiter. Il y a une question ensuite à laquelle je voulais répondre, c'est à propos du jeûne. Quel est l'effet du jeûne sur la sarcoïdose? Alors, la réponse est très claire. Je n'en sais rien, personne n'en sait rien. Mais il est assez intéressant d'évaluer si des régimes particuliers peuvent influencer le cours de la sarcoïdose. On sait par exemple que les jeunes femmes qui ont un surpoids à 18 ans ont un risque qui est presque doublé de faire un jour une sarcoïdose par rapport à celles qui n'ont pas ce surpoids. Et actuellement, beaucoup d'études sont en train de se pencher sur le rapport entre nutrition et sarcoïdose. Et j'en profite pour dire qu'il va y avoir bientôt une étude ouverte pour les patients qui va s'appeler NutriSarc et qui permettra à des patients de s'inscrire sur un site et chacun pourra ainsi indiquer quel est son régime habituel à condition qu'il s'agisse d'une sarcoïdose de diagnostic très récent. L'idée étant à terme de voir s'il y a un lien entre les régimes pris par les patients et la survenue ultérieure d'une sarcoïdose. C'est un point essentiel parce que peut-être que certaines modifications dans l'expression de la sarcoïdose qu'on voit d'un pays à l'autre sont peut-être liées aussi, pas seulement à des facteurs génétiques comme les polymorphismes génétiques, mais peut-être également à des habitudes de vie qui sont différentes. Je vois une question là qui s'adresse au plaquenil, enfin qui concerne le plaquenil et qui dit quels sont les niveaux de preuve sur l'effet du plaquenil sur la sarcoïdose, la fibrose pulmonaire liée à la sarcoïdose. Alors, je vois en fait deux questions dans celle-ci. Effectivement, le plaquenil est utilisé dans certaines formes de sarcoïdose, mais précisément pas dans les formes fibrosantes. Et c'est à tel point, si vous voulez, là aussi, le niveau de preuve manque à l'heure actuelle. Mais il y a précisément, Dominique vous parlait d'études cliniques qui étaient en train de se mettre en route. Il y en a une qui vient de débuter, coordonnée d'ailleurs par l'hôpital Avicenne et encadrée par Dominique, qui concerne l'utilisation du plaquenil dans la sarcoïdose, précisément pas du tout dans les formes fibrosantes, je dirais dans les formes débutantes de sarcoïdose, pour comparer l'effet du plaquenil associé à de petites doses de corticoïdes versus des doses plus élevées de corticoïdes. Donc, on aura, je l'espère, dans les mois qui viennent, mettons dans l'année ou les 2 ans qui viennent, une preuve pour la rationalité de l'utilisation du plaquenil dans les formes légères de sarcoïdose. En revanche, dans les formes fibrosantes, d'une part, il n'y a strictement aucune étude, à ma connaissance, qui se soit adressée à ce cas très précis. Et l'expérience, en tout cas la mienne, est que ça n'est pas un traitement dans les formes fibrosantes que moi, personnellement, j'utiliserais. Dominique, tu as une... Alors, effectivement, les antipaludéens de synthèse, ils ont fait leurs preuves pour les atteintes cutanées au niveau clinique, parce que quand vous donnez aux patients qui ont une sarcoïdose cutanée du plaquenil, il y en a plus de la moitié qui vont répondre, pas tous. Si vous arrêtez le plaquenil,
la maladie va réapparaître. Si vous le redonnez, la maladie va être à nouveau contrôlée. Donc, c'est un médicament qui a beaucoup plus d'efficacité dans la sarcoïdose que, par exemple, dans une maladie infectieuse dont je tairai le nom. Absolument. Alors, maintenant, pour être clair, au jour d'aujourd'hui, aucun traitement n'a fait la preuve de son efficacité directement sur la composante fibrosante quand il y a une sarcoïdose qui évolue vers la fibrose. Cependant, on sait que, et ça a été très bien démontré dans une étude française, que 2/3 des malades qui ont une fibrose sarcoïdienne ont encore une maladie active et que le traitement de la sarcoïdose par des médicaments antisarcoïdiens et non pas antifibrosants, antisarcoïdiens, ça peut être les corticoïdes, les immunosuppresseurs notamment, vont permettre d'améliorer la fonction des patients. Et chez la plupart de ces patients, ça va bloquer la progression de la fibrose. Donc, ça ne joue pas directement sur la fibrose, mais indirectement. Mais dans ce cas-là, effectivement, il est plus indiqué d'utiliser les corticoïdes ou les immunosuppresseurs. Par contre, les antipaludéens peuvent être donnés quand il y a des contre-indications à la fois aux corticoïdes et aux immunosuppresseurs. Je vois une autre question qui concerne la sarcoïdose chronique. Quelqu'un dit « Je suis atteint de sarcoïdose pulmonaire depuis 30 ans avec une dégradation importante de ma santé. Quelles sont les avancées thérapeutiques et alternatives au traitement corticoïde ?» Et donc, précisément, les recommandations auxquelles vous avez avoir accès grâce aux références qu'on vous a données traitent de ces questions. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand les corticoïdes soit sont contre-indiqués, soit entraînent des effets secondaires trop importants, soit n'ont tout simplement pas d'effet. Et c'est les traitements dont parlait Dominique tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'on appelle les traitements de seconde ligne, qu'on n'utilise pas habituellement à la place des corticoïdes en première intention. Il peut s'agir, par exemple, du méthotrexate, enfin, globalement, d'autres immunosuppresseurs. Il disait tout à l'heure que les traitements dits de troisième ligne, l'infliximab, c'est-à-dire que ce sont des perfusions d'anti-TNF, donc c'est vraiment, je dirais, pour nous, un stade au-dessus de l'utilisation de petites doses de corticoïdes. Et il faisait également référence aux quatrièmes lignes qui sont actuellement des traitements qui ne sont pas utilisés en routine, pour lesquels nous avons des fortes convictions qu'ils pourraient être parfaitement utiles. Le rituximab qui cible les lymphocytes B, les anti-JAK1, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais oui, il y a absolument, je voudrais répondre aux patients qui posent la question, il y a des alternatives au traitement corticoïde, et si effectivement vous avez une sarcoïdose chronique depuis 30 ans, je serais surprise, en tout cas désespérée, qu'on ne vous ait pas donné accès à ces traitements de seconde voie, de troisième ligne. Donc, il y a bien entendu qu'il y a des modifications thérapeutiques à faire selon la chronicité de votre maladie, selon son degré d'activité, selon les effets secondaires que provoquent chez vous les médicaments. Heureusement, nos stratégies thérapeutiques sont évolutives avec tous les critères dont je viens de vous parler et avec vos retours, bien entendu, et votre ressenti en dehors des effets objectifs des traitements, échec ou succès. Alors, je voudrais dire que les corticoïdes, de plus en plus, sont donnés au tout début de la maladie parce que c'est ceux qui donnent une réponse avec un très haut pourcentage et qui permettent donc de soulager le patient. Et on essaye par des moyens de réduire rapidement maintenant les traitements, car on sait qu'à long terme, les corticoïdes ont beaucoup d'effets secondaires. Alors, soit on peut baisser progressivement le traitement corticoïde sans qu'il y ait de rebond de la maladie, soit s'il y a un rebond, par exemple, alors que la dose de corticoïde est égale ou supérieure à 10 mg par jour, et dans ce cas-là, la tendance, c'est de donner ce qu'on appelle un traitement d'épargne en corticoïdes qui va ajouter son effet aux corticoïdes, permettre de réduire, voire même d'arrêter les corticoïdes. Il n'est pas forcément nécessaire d'attendre qu'il y ait des effets indésirables des corticoïdes pour
envisager ces traitements de deuxième ligne, donc qui sont indiqués principalement au total dans 3 indications. Premièrement, quand les corticoïdes ne marchent pas. Deuxièmement, quand les corticoïdes sont mal supportés, par exemple, déclenchent un diabète, une hypertension, une prise de poids exagérée. Mais troisièmement, de façon préventive, même lorsque le traitement est bien supporté, au bout de quelques mois, si on ne peut pas baisser les corticoïdes en dessous de 10 mg, eh bien, ces traitements-là permettent d'éviter des complications inévitables dans les années à venir avec les corticoïdes, puisque ces complications des corticoïdes vont croître avec le temps. Voilà. Je vais regrouper peut-être les 2 questions suivantes. L'une pose la question de savoir est-ce que sous méthotrexate, nous avons déjà vu, Dominique et moi-même, des patients guéris. Bon. Et d'autre part, la question suivante qui parle de la chronicité de la maladie et de la possibilité d'en guérir. Est-ce que c'est une maladie à vie ou non? Et donc, je groupe ces 2 questions qui, finalement, comment dirais-je, posent la question toutes les 2 de la guérison. Donc, effectivement, sous méthotrexate, et heureusement, sous méthotrexate et sous d'autres traitements, y compris corticoïdes seuls, oui, bien sûr qu'on a vu des patients guéris. Et heureusement, et à la question suivante, est-ce que c'est une maladie à vie? Non, ça n'est pas une fatalité. C'est-à-dire que c'est une maladie qui est grevée d'un fort pourcentage de risque de récidive, mais les récidives se traitent également. C'est effectivement une maladie qui est grevée d'un risque de chronicité. On a vu tout à l'heure quelqu'un de symptomatique pendant une trentaine d'années, mais c'est la minorité. La plus grosse partie des patients, heureusement, vont guérir absolument sans signe clinique, sans signe biologique, sans signe d'activité de la maladie, vont guérir. D'ailleurs, la plupart d'entre eux, en tout cas au stade précoce de la maladie, guérissent sans traitement. C'est une maladie bénigne qui guérit effectivement très souvent sans traitement. Et lorsqu'il faut traiter, heureusement, on a, je l'espère, enfin en tout cas, dans mon expérience, je pense que celle de M. Valère également, un taux de guérison sous traitement qui est très important. Donc non, ça n'est pas une fatalité et ce n'est pas une maladie à vie, même s'il importe d'être surveillé pour détecter le risque ou les signes, en tout cas, d'une récidive plus ou moins tardive. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que la durée de la sarcoïdose, elle est très variable d'un patient à l'autre. On va dire qu'il y a la moitié des patients qui vont guérir en moins de 3 ans. Et puis, lorsqu'on dépasse 3 ans, très souvent, la maladie va durer encore de nombreuses années. Et c'est vrai, et je vais tout à fait dans le sens de Dominique, à part quelques cas très rares qui vont durer toute la vie, dans la plupart des cas, la maladie va finir par cesser d'exister et ne plus nécessiter de traitement. Ça peut être après 15 ans, parfois après 10 ans. Et de fait, comme on n'a pas de marqueur immédiatement prédictif au niveau biologique pour savoir quels patients vont avoir une maladie qui dure 5 ans, 10 ans ou 15 ans, de temps en temps, on baisse tout doucement le traitement en surveillant le malade pour voir s'il y a un signe de mini-rebond qui peut être clinique, biologique ou autre, de façon à redonner du traitement qu'à ceux qui en ont besoin. Voilà. Alors oui, autre point, les traitements, en fait, stricto sensu, ils effacent l'activité de la maladie. Mais la durée de la maladie est un peu indépendante finalement des médicaments qu'on utilise. Les traitements refroidissent complètement la maladie, mais en fait, on ne peut être sûr que la maladie est guérie que si au moins 3 ans, voire 5 ans pour les formes les plus sévères, après l'arrêt du traitement, il n'y a pas eu de rebond. Là, je vois une autre question qui est importante. Toutes les questions sont importantes, honnêtement. Donc, il n'y a pas de classement. Simplement, c'est la dernière, à vrai dire, arrivée dans le chat, qui parle d'une sarcoïdose de la moelle épinière, actuellement sous Imuret, donc un immunosuppresseur. Et la question concerne la possibilité d'atteindre d'autres organes,
Et est-ce que ça peut se développer même si la sarcoïdose médulaire est traitée? Alors, d'une part, il est évidemment absolument fondamental que le médecin qui a prescrit ce traitement ait fait un bilan global de la maladie sarcoïdienne, qui est, comme disait Dominique tout à l'heure, multisystémique. Ça peut atteindre le poumon, l'œil, la peau, le foie, le rein, etc. Donc, on ne débute pas. Et d'une part, ça, c'est une chose. D'autre part, l'atteinte isolée de la moelle épinière est quand même exceptionnelle. Elle existe effectivement, mais elle est exceptionnelle. Et donc, il est impératif, je ne peux pas imaginer que le médecin qui a initié ce traitement par Immurel n'ait pas fait un bilan global de la maladie. Donc, premièrement, qu'en était-il au début de votre traitement en termes d'atteinte extramédulaire de la maladie? Du coup, c'est moi qui vous repose la question. D'autre part, est-ce que ça peut se développer? Est-ce que l'atteinte peut, en cours de traitement, voir apparaître une atteinte extramédulaire? La réponse est oui. Sinon, l'Immurel serait considéré comme absolument définitivement magique quasiment. Donc oui, et c'est le rôle du médecin de détecter régulièrement ces atteintes extramédulaires en ce qui vous concerne, extra-thoraciques en ce qui concerne ceux qui ont une sarcoïdose pulmonaire, de les traiter avec votre, bien entendu, en ayant discuté avec vous, c'est à vous également de rapporter bien évidemment et fidèlement tous vos symptômes nouveaux qui apparaîtraient sous traitement pour qu'on puisse faire la part de ce qui revient à une éventuelle toxicité du traitement ou à une activité extra-organique de la maladie. Alors, ce que je voulais dire, c'est que ce cas illustre une situation qu'on rencontre assez souvent. On dit que la sarcoïdose, c'est une maladie systémique. Chez la plupart des malades, elle touche au moins 2 organes. Mais en général, quand on va décider d'un traitement, c'est surtout pour un organe en particulier qui est plus atteint que les autres. Dans quelques cas, évidemment, il y en a plusieurs qui vont très mal et qui doivent être traités, mais le plus souvent, il y a un organe qui est plus touché que les autres. Par exemple, ça peut être l'œil, ça peut être le système nerveux. Et dans ce cas-là, il y a une très belle étude qui a été publiée par un service de médecine interne à la Pitié qui montre très bien que, d'abord, quand il y a une atteinte du système nerveux central, la maladie est beaucoup plus chronique. Elle va durer très longtemps et il y a très souvent des rebonds quand on baisse le traitement. Mais le rebond, s'il survient, il va survenir 8 à 9 fois sur 10 au niveau du système nerveux. Alors, de temps en temps, dans 10 à 15% des cas, ça peut être une autre atteinte. Alors, d'une façon plus générale, donc quand on suit un patient qui doit être traité pour un organe, il faut qu'il ait un suivi, mais qui doit être proportionné aux autres niveaux. Ça veut dire clinique, ça veut dire de temps en temps faire une radio, un électrocardiogramme, et puis une biologie pour voir la biologie du rein, la biologie du foie, une numération. Et avec ça, ça permet de façon simple, en même temps qu'il y a le suivi de la moelle, de vérifier que tout va bien. Quelqu'un, je voulais rassurer, quelqu'un qui dit effectivement, ça fait 8 ans que j'ai ma maladie, etc. Je suis confiante dans le fait que, merci de vos propos, en tout cas supportifs, et qui laissent penser que oui, un jour vous allez guérir. Et vous posez la question de savoir est-ce que la rééducation respiratoire est une bonne chose? Oui, c'est une chose excellente. Monsieur Valère, vous disiez tout à l'heure, d'ailleurs, c'était une chose excellente, y compris pour les gens bien portants. Pour les gens atteints de sarcoïdose, c'est d'autant plus important que, par exemple, les corticoïdes, si vous recevez, y compris des faibles doses, mais chroniques depuis 8 ans de corticoïdes, il peut y avoir des effets sur la masse musculaire, sur les muscles en général, qui font que ceux-ci sont moins opérationnels que chez quelqu'un qui ne serait pas sous corticoïdes. Et donc, oui, c'est absolument fondamental de conserver un appareil musculaire en bon état, d'une part. D'autre part, c'est un peu compliqué de vous expliquer le rapport entre les muscles squelettiques, l'ensemble des muscles
et la respiration, mais l'appareil musculaire est fondamental à la bonne effection du cycle respiratoire. Donc, effectivement, oui, 3 fois oui, il est indispensable d'avoir des activités physiques, soit dans le cadre d'une rééducation respiratoire extrêmement cadrée, etc., soit au minimum d'exercices sportifs, y compris de marche régulière. Et oui, j'espère que vous allez guérir. En tout cas, tout espoir est permis. Je pense qu'on va arriver bientôt à la fin. Oui. Juste un mot pour le tabac. Oui. Schématiquement, il y a certaines études, dont une étude française, une étude américaine, qui montrent que le risque de faire une sarcoïdose, alors c'est terrible de dire ça, est un peu moindre chez les fumeurs. Ce n'est pas du tout un encouragement à fumer. Par contre, quand la sarcoïdose est déclarée, le fait de fumer n'est absolument pas un traitement et le fait de fumer va ajouter ses effets délétères à la sarcoïdose. Donc, ça va aggraver, ça va additionner des lésions, par exemple d'emphysème. Je pense que malheureusement, là, on va être vraiment très juste et il va falloir peut-être conclure puisqu'il est -3, je pense. Donc, Dominique, tu veux peut-être faire une petite conclusion, des commentaires sur cette... Écoutez, la seule conclusion, c'est que ces échanges ont été trop courts, mais que nous les reprendrons sous une forme ou sous une autre. Et d'autre part, que ça montre effectivement, je crois que c'est très important que vous ayez conscience du fait que les médecins ne sont pas exclusivement des êtres pleins de certitudes et destinés à vous imposer leurs convictions. Donc, on est là pour travailler ensemble. Je veux dire, l'équipe patient-médecin est une équipe. Nous travaillons avec nos convictions, en tout cas ce qu'on peut acquérir du côté scientifique comme preuve de validité de tel ou tel traitement, mais que bien entendu, votre ressenti est totalement indispensable et doit faire partie de nos échanges parce que nos convictions ne sont pas assez fondées à l'heure actuelle pour avoir le droit légitime, même moral, de vous imposer quoi que ce soit. Donc, on a quelques certitudes quand même sur ce qu'il faut faire et ne pas faire, surtout, particulièrement en termes de toxicité des médicaments. Pour le reste, on est là, on est d'abord dans une démarche de, comment dirais-je, on apprend toujours et on lit toujours et heureusement, et ces connaissances sont absolument destinées à faire que votre qualité de vie en tant que patient soit la meilleure possible. Je voudrais ajouter un dernier truc, c'est l'importance d'un dialogue de confiance entre le patient et son médecin. On sait que l'adhérence au traitement, l'observance, c'est-à-dire le suivi du traitement, est relativement bas. Il y a environ un tiers des malades qui suivent mal les préconisations. Alors, quand un patient ne suit pas bien son traitement, c'est très important qu'il en informe son médecin. Et pour ça, il faut qu'il y ait une bonne relation. Il faut que le médecin soit à l'écoute. Et de cette façon, on peut essayer de trouver une solution qui convienne mieux au patient. Voilà, bah écoutez, je crois... Et je voudrais dire juste un dernier petit mot. J'invite tous les patients présents à entrer en contact avec la European Lung Foundation. Vous avez les coordonnées qui s'affichent ici. Allez-y, c'est absolument fondamental. Vous aurez des contacts avec des associations de patients. Vous aurez des recommandations spécialement écrites pour vous. Je crois que c'est extrêmement important que vous puissiez bénéficier de leur accompagnement dans cette maladie. Voilà, merci à tous et merci aussi aux organisateurs de l'ERS et de l'ELS. Absolument. Bonne soirée à tous. Merci à tout le monde d'être venu. J'espère que ça a été très utile et que vous avez appris beaucoup de choses sur le traitement de la sarcoïdose. Je vous remercie, Dominique pour la présentation et pour toutes les réponses. Excusez-nous de ne pas avoir eu le temps de répondre à toutes les questions, mais on va récupérer les questions et les mettre en ligne avec les réponses. C'est très bien, oui. Oui, donc consultez notre site web, les liens sont dans le chat.
Et comme vous êtes tous inscrits à cet événement, vous allez recevoir un email quand les réponses sont prêtes et à voir en ligne. Alors, je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous aussi. Au revoir Alice, merci. Au revoir.